Pouvez vous asseoir? Vous êtes sur le même serment, M. Borneau. Parfait. Alors, on va reprendre. Je vais revenir un petit peu sur quoi on s'est laissé. Sur le volet qu'il y avait des échanges entre, juste que je comprenne bien, qu'il y avait des échanges entre, donc, Excusez, je pensais de l'avoir fermé. Vous avez le droit une fois, ça. Donc, je disais qu'il y avait des échanges entre, j'imagine, des gens du département des TI et des fournisseurs. Qui exactement, juste pour que... Dans une équipe de développement, il y a toujours le client, Oui. donc le gestionnaire qui gère les opérations, la gang de TI, qui eux autres vont avoir à développer le système avec le fournisseur. Donc, ils sont toujours en trois dans la fois, avec l'idée de discuter sur comment on répond aux besoins le mieux possible, compte tenu des contraintes technologiques, compte tenu des contraintes du PGI, et ainsi de suite. Or, c'est le fruit de ces discussions-là qui décide ou qui amène à retenir une option. Quand cette option est retenue, là, à ce moment-là, les développeurs se mettent à l'ouvrage et commencent à modifier le PGI pour l'introduire à la réalité de la SAC. Puis après ça, ben là, ça continue. On fait ça, puis à un moment donné, quand il y a une livraison qui est prête, on va faire des tests. Là, le gestionnaire va s'asseoir avec le fournisseur pour dire, voici un jeu d'essai pour s'assurer que le système fait bien ce qu'on veut qu'il fasse. Fait qu'on fait les essais, puis quand c'est concluant, bien là, on passe à l'autre étape ou l'autre phase. Ça, quand vous êtes là, vous avez dit tout à l'heure que ça ne remontait pas jusqu'au CA, mais ça a lieu, ces échanges-là? Toujours. Depuis le premier matin qu'il y a eu une entente ou qu'un fournisseur qui vient s'installer dans la SAC, on s'organise pour qu'on amorce le développement selon le calendrier qu'on a prévu. Tantôt, on a parlé également de la rédaction de l'appel d'offres. Puis là, je m'assurais que j'ai bien compris. Est-ce qu'il y avait des consultants externes qui aidaient la SAC à bien rédiger l'appel d'offres, des gens qui, par exemple, qui connaissaient bien un PGI, le concept de PGI plutôt? J'ai pas ce détail, mais de mémoire, ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait, parce que, comme je vous l'ai dit, faut un peu mieux connaître la logique d'un logiciel, d'un PGI, pour mieux définir le besoin en termes de satisfaction ou d'exigence du PGI. Donc. Alors, probablement qu'il y a eu des gens qui ont été appelés à aider les gestionnaires à découper leurs besoins en fonction de manière à les rendre plus, je veux dire, compréhensibles pour un consultant qui aurait à dire « ma job, c'est d'intégrer ce besoin-là dans le PGI ». Alors, pour qu'ils se comprennent, là, il y a comme une obligation de définir le besoin de manière à, je veux dire, être compréhensible par les fournisseurs éventuels. Et c'est davantage une présomption, vous n'avez pas de souvenir précis. Non, j'ai pas de souvenir. On rentrait pas dans. Quand on rentrait pas dans ce détail-là, quand on disait le client. Tu sais, la SAC a défini son besoin dans un projet d'appel d'offres. Tu sais, donc, elle rédige des documents d'à peu près 700-800 pages, là. C'est évident qu'on ne pose pas la question de savoir qui a travaillé là-dessus, combien de temps, pourquoi. On se fie à la machine pour savoir, elle va parler de son besoin. Ils sont pas très longs. Est-ce que dans le cadre de ces discussions-là, est-ce que le fournisseur SAP, là, ce que je comprends, il fournit des PGI, donc communément appelé SAP, est-ce qu'il est dans les discussions autour de la table par le comité TI où on parle simplement... À quel moment? Après l'appel d'offres ou avant? Les deux. Avant, c'est plutôt rare, là, je dirais, mais après, c'est évident là, que lui, il faut qu'il soit là, parce que sa job, c'est de prendre le PGI et de l'adapter aux besoins de la SAC. Donc, il faut qu'il parle aux gestionnaires, puis il faut qu'il parle aux gens de TI à l'interne, parce que tout ça s'inscrit dans une architecture technologique explosée, là. Du poste de travail au centre de traitement, où on va mettre les données corporatives, qui va y avoir accès, qui va supporter ça, quel système va supporter ça. Il faut tout que ça roule de façon transparente pour le client, là. Alors,
les données départementales, les données mainframe, les données... Bon, sa job au TI, c'est de s'assurer que tout ça se parle, puis se communique, puis fonctionne, puis s'intègre. Quand vous dites avant l'appel d'offres, plutôt rare, Plutôt, ben, je dirais que c'est plutôt rare parce que normalement, on ne parle pas qu'un fournisseur pour. Puis on n'avait pas choisi SAP, nous autres. On avait parlé d'un PGI. Il y en avait d'autres sur le marché qui auraient pu satisfaire l'attente qu'on avait. C'est juste. Alors, règle générale, quand on fait un appel d'offres, on essaie de définir correctement le besoin, les technologies, l'architecture, pour que le fournisseur puisse se dire comment je vais répondre à ce besoin-là et à quel prix et dans quelles conditions. Mais, dans le cas particulier de celui que je vous parle, de celui de la SAAC, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait eu des consultants qui les aient aidés à, je vais dire, écrire, définir leurs besoins en fonction d'une logique d'un PGI. Parce que ça, ils ne connaissaient pas ça. Ni à l'interne, ni les gestionnaires. Ni les TI, je veux dire. est-ce que c'est une nouvelle technologie? Si on se remet en 2013, 14, 15? Ben non, la SAP, la SAP, mettons, ce genre de PGI-là existait. Mais c'était pas. Il n'y en avait pratiquement pas au gouvernement, absolument pas. C'était plutôt dans les firmes privées, des gros volumes. Là. Et, nous autres, comme je vous dis, là, quand on parle d'un PGI, là, on était ouvert à regarder tous les logiciels intégrés qui fonctionnent, qui sont capables de satisfaire le besoin. On n'avait pas décidé dans l'appel d'offres, ça va être SAP. Là. Quand vous dites des entreprises privées, parce qu'Hydro-Québec, on en a parlé tout à l'heure, Hydro-Québec avait SAP. Oui, mais pas depuis des années-lumière. Ça devait faire 2-3 ans, pas plus. Là. C'était comme conseiller nous autres aussi, à être un projet pilote. Là, Puis en plus, c'était un back-office. C'est moins compliqué. Un back-office, c'est gestion des ressources humaines, matérielles, financières. Un PGI, c'est très facile. Ça s'adapte facilement à ce genre de besoins-là. Mais quand vous rentrez dans les opérations, c'est une autre histoire. Avec la clientèle, vous voulez dire? C'est-à-dire, comment on fait pour délivrer un permis de conduire? Comment on fait pour immatriculer une voiture? Comment on fait pour enregistrer des points de démérite, mettons? Comment on fait un dossier client qui adresse, je ne sais pas, moi, un changement d'adresse? Ça, c'est des opérations j'allais dire, dont le but premier, c'est de satisfaire les besoins du client. C'est propre à chaque client. C'est propre à chaque client, c'est propre à chaque... ou à un gestionnaire opérationnel. Parce que lui, il dit, regarde, moi, pour traiter ça, j'ai besoin de ça. Il faut que je fasse un lien avec les finances, parce qu'il va y avoir une facture des 1000. Il faut que je fasse un lien, je ne sais pas, moi, avec... Je sais pas c'est qui peut rentrer en ligne de compte, mais... Je perçois une taxe, exact. je vais remettre au gouvernement. Toutes les conditions objectives, légales, pour émettre un permis doivent être satisfaites, vérifiées, contrôlées. Alors, c'est là que quand il dit, moi, pour émettre le permis, j'ai besoin de ça. Pour le renouveler, j'ai besoin de ça. Pour un changement d'adresse, j'ai besoin de ça. C'est ça. Là. C'est plus payer une facture. Là. C'est vraiment connaître les opérations. Imaginez à ça, quand vous rentrez dans l'indemnisation, c'est un cas d'une personne qui a eu un accident, qui est en traitement, qui a le droit à une indemnisation, de quel montant, à quelle fréquence et combien de temps. Ça, c'est le médical rentre en ligne de compte, tout ça. Donc, ça, c'est toutes des exigences opérationnelles qui doivent être satisfaites dans le PGI qu'on va utiliser. Et comme je disais, qui est propre à chaque organisation. Qui est propre à chaque Parce organisation. Que les ressources humaines, tout le monde a des ressources humaines. Alors, quand vous rentrez dans des opérations, j'allais dire, d'une organisation, un PGI, ça a besoin d'être travaillé. Ça ne peut pas s'appliquer comme un compte à payer ou un compte à recevoir ou je ne sais pas, un état financier, des trucs comme ça. On en a parlé un peu brièvement tout à l'heure. Quand vous peut-être décrire un peu l'expression, quand vous dites Hydro-Québec avec son back-office, donc c'est casser les dents. Qu'est-ce que vous voulez dire que ça a été, ils ont appris à la dure? Je ne connais pas l'expérience, mais j'avais entendu parler qu'il y avait eu des problèmes à un moment donné dans le développement du système. Ça retardait et ça coûtait un petit peu plus cher. Bon, j'en sais pas plus, mais notre monsieur Malenfant, qui venait de là, nous en a parlé vaguement, nous dit voici quel problème auquel on a fait face, puis comment on l'a réglé. Lui, il est impliqué il était responsable de ça. Il était responsable? Oui.
que c'était une préoccupation que vous avez, en ce qu'on Oui. on comprend que vous allez retenir ses services, le fait qu'il il a de Oui, l'expérience oui. en SAP, mais Dans les critères qu'on cherchait pour remplacer notre responsable des TI, on voulait quelqu'un qui avait géré des grands projets, y compris des projets de PGI. est-ce qu'il y a une discussion particulière avec lui sur le fait oui, il l'avait vécu, mais c'était, je reprends vos mots, qu'Hydro-Québec s'était cassé les dents. Donc, est-ce qu'il y a eu des échanges? Comment faire pour pas Moi, que je ça ne me soit suis pas produit? mêlé du recrutement du président, vice-président. C'est la présidente et l'équipe de gestion qui étaient sur le bord de sélection, qui ont dû questionner ces affaires-là, savoir comment ça s'est vécu, quelle était la nature des problèmes, comment ça s'est passé. Alors, ils ont échangé là-dessus. Nous, ça nous rassurait au Conseil de trouver quelqu'un qui avait vécu un développement important, sans être super majeur comme le nôtre, là, mais qui était important. Comment il avait vécu ça? Il avait-tu passé à travers? Puis avec quelles conséquences? Excusez-moi mon ignorance, mais les VP d'un organisme comme la SAC, le conseil d'administration n'a rien à voir là-dedans, n'avalise rien. Il y avait les nominations. Quand la L'analyse de présidente nomination, recommande ce que j'ai un tel compris. VP, on le nomme, puis on fixe son salaire. That's it. Mais le choix, les critères, tout Vous n'avez pas ça, le droit de le remettre en question, par exemple? pas vraiment. À moins qu'on ait des doutes sérieux. Tu sais, puis qu'on dise, vous vérifiez ça. Puis c'est la réponse qu'elle nous donne ou qu'il nous donne ne nous satisfont pas. Fait là, on va se dire, peux-tu faire un deuxième tour? Mais règle générale, la responsabilité de la gestion, c'est la PDG qui l'a. Le conseil veut juste s'assurer qu'elle l'a fait selon les règles de l'art, qu'elle a eu un comité de sélection rigoureux avec des critères précis et on a évalué les candidats de façon objective. Bravo. Après ça, moi, je dis, là, c'est elle qui va vivre avec, là, à tous les jours. Fait qu'il faut qu'elle s'entende un peu aussi avec, puis qu'elle ait confiance à une personne comme celle-là. Donc, vous avalisez le choix et vous fixez le salaire des VP. Exact. OK. Parce qu'on nomme le président nous le recommande. On dit, je vous recommande tel VP pour tel poste. Bravo, merci. Elle nous fait le compte-rendu du comité de sélection, combien il y a eu de candidats, quels critères qui ont été suivis, puis quelle évaluation qu'elle fait du candidat qu'elle recommande. Je ne veux pas trop m'écarter, là, mais vous aviez tantôt, vous avez dit, vous avez un comité, par exemple, TI. Vous avez parlé tantôt d'un comité ressources humaines. Est-ce que ce comité-là a un mot à dire? Le comité des ressources humaines a été avisé qu'on était en mode de sélection d'un VP TI. Alors, ils ont fouillé le dossier en disant, mais c'est quoi vos critères? C'est comment vous allez évaluer ça? Quel bassin de recrutement vous visez? Et ainsi de suite. Ils ont posé ce genre de questions-là à la machine, de manière à s'assurer qu'ils le font avec toutes les meilleures chances de rencontrer les objectifs qu'on se donne quand on définit le poste. Alors, si on cherche de quelqu'un de pointu, ben, tu sais, mon Dieu, c'est pas. On cherchait quelqu'un qui avait des horizons un peu larges, des expériences variées, puis une expertise assez généralisée, mais aussi qui avait touché à un PGI. Parce qu'on disait, si c'est notre choix, il ne faudrait pas que notre VP se découvre la face cachée de la Lune en même temps que tout le monde, tu sais, va te dire. Non, je comprends. OK, je laisse aller. Quand vous dites, juste que je comprenne bien, quand vous dites on cherchait, est-ce que c'est c'est la SAC, c'est le conseil d'administration? SAC. C'est la SAC, OK. Le conseil se mêle rarement des sélections des candidats. C'est la responsabilité de la présidente directeur général. Sauf que quand elle nous fait rapport, on peut y poser des questions sur comment ça s'est passé, qui vous avez vu, avez-vous eu une bonne discussion là-dessus, es-tu conscient de l'enjeu que représente ce développement-là pour l'avenir de la SAC? Puis là, elle nous répond, elle nous dit oui, on a discuté de ça amplement, puis il est d'accord avec ça, puis il pense qu'il est capable. OK, bravo, on va donner suite, tu sais. C'est jamais qu'un conseil d'administration va se mêler de la gestion des opérations. Jamais. Si vous voulez avoir des problèmes, faites ça. Parce que là, c'est comme si vous dupliquiez la présidente, vous la rendez, je vais dire, insécure par rapport à son équipe de gestion. C'est le bordel qui pogne. Puis là, encore une fois, vous avez quand même dit que vous avez une bonne expérience en TI. À part ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres. Je ne suis pas un expert. Il y en avait d'autres, effectivement, sur le marché, mais peut-être moins costauds, parce que ça prend des logiciels assez éprouvés, qui ont du vécu, qui ont été implantés partout et qui fonctionnent.
Parce que des logiciels ou des logiciels qui sont sur papier bons, mais qui ne sont pas implantés nulle part, on ne peut pas juger trop facilement de leur capacité à répondre à nos besoins opérationnels. Tu sais. Alors que quand on peut compter 25, 50, 75 firmes qui ont implanté, puis qui sont déclarées satisfaites du logiciel, du PGI, ben, on s'est dit, il a passé le test de la réalité. On n'est plus dans l'expérimental. Ce que je dois comprendre de votre témoignage jusqu'à maintenant, c'est que SAP avait fait ses preuves. Oui, SAP était connu partout en Amérique du Nord, puis même en Europe. Tu sais. Les autres gros joueurs, c'est qui? Savez-vous? Je ne peux pas vous donner de nom parce que moi, je ne voulais pas me mêler du fine-tuning de ces questions-là. Là. Mais dans l'appel d'offres, on parlait d'un logiciel qui répondait à certains besoins bien précis. That's it. Puis là-dessus, ben, tous les logiciels qui prétendaient répondre, il y avait une preuve de faisabilité à faire. En disant, moi, je l'ai implanté dans telle place, telle place, telle place, telle place. On vérifiait si cette place-là était satisfaite ou pas satisfaite. Mais règle générale, comme je vous dis, le plus connu et le plus, le plus utilisé, c'était SAP. Est-ce que vous vous rappelez le montant du contrat? Ma mémoire des chiffres, ça serait de vous induire en erreur. Non, je vous demande. J'en ai aucune espèce d'idée. Je me rappelle qu'on avait regardé ça sérieusement. Mais je ne voudrais pas vous induire en erreur, parce que, comme je vous dis, quand on quitte notre fonction de président ou de membre d'un conseil, on est tenu de détruire tous les documents qu'on avait. Donc, aussitôt que j'ai été remplacé, moi, je me fait un devoir de détruire tous ces documents-là. Fait que là, j'ai plus aucune référence. 11 ans plus tard, 11 heures avant, là, je ne me rappelle plus. Donc, si vous dites 200 millions... Ça peut être 200, 300 ou 400, j'en ai aucune espèce d'idée, parce que ça dépend toujours du découpage que vous mettez. Est-ce que vous mettez l'entretien ou pas? Nous autres, on avait mis l'entretien, compris aussi. Alors, tout ça, fait que je peux pas vous le dire, parce que les tableaux de chiffres, il y en avait des pages complètes. Je comprends que ça peut être mêlant. Non, 11 ans plus tard, c'est parce que là, elle m'a amené la mémoire des chiffres. Non, c'est correct. On commence à trouver qu'il y a une bonne mémoire des chiffres, j'essaie juste de voir, mais de toute façon, on va regarder les documents en temps opportun. C'est ça la meilleure. Ça va être plus fiable. Preuve, ouais, pas mal plus fiable que moi. Tantôt, vous avez fait état là, de votre opinion, on va dire ça comme ça, sur le Conseil du Trésor. Est-ce que tout au long de votre présence comme président du conseil d'administration, est-ce que le Trésor est présent dans le processus? Est-ce qu'il y a une reddition de compte? Parce qu'on est extra-budgétaire. Le Trésor intervient beaucoup quand vous êtes budgétaire. Vous avez besoin de crédit pour réaliser vos affaires. On veut l'argent. Fait que là, avant de donner l'argent, il questionne, puis questionne, puis questionne, puis questionne. Mais nous, comme on est extra-budgétaire, en général, ils veulent juste s'assurer que les règles de l'art sont respectées. Mais il y a des gens, des fois, qui ont les règles de l'art trop fines, puis qui pensent qu'ils connaissent ça. Puis, comme je vous dis, au Trésor, dans le genre de développement qu'on voulait faire, il n'avait pas d'expertise. Alors, on se retrouvait bien difficile de s'accommoder de leurs questions des fois, parce que, manifestement, ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire. T'sais. Et quand je regarde le Conseil du Trésor, ils ont piloté un projet majeur qui s'appelait GIRES, qui était un système de paye au gouvernement, qui était un fiasco. Ils ont dû l'abandonner. C'était eux qui pilotaient. S'agir le remplacer ou... S'agir, c'était le vieux. On est obligé de se rabattre sur S'agir parce que GIRES ne livrait pas. Okay. Fait que, tu sais, on va vous dire, on partait avec 2 strikes. Nous autres, quand on parlait de PGI ou qu'on parlait de projets d'envergure majeure comme ceux-là, vis-à-vis du Trésor. Oui, mais à votre niveau, est-ce qu'il y a des interactions avec... Non. C'est la direction générale. C'est la présidente qui s'occupait de ça, qui avait des relations avec les ministères, le Conseil du Trésor, les finances. Mais nous, on gérait la SAC. Puis est-ce qu'il y a des échanges avec la PDG et le conseil d'administration ou vous au sujet des redditions de comptes, des échanges qu'elle a avec le Toujours, Trésor? régulièrement, nous en parlait régulièrement. On va dire comment ça se passe avec le Trésor ou avec les finances. Voici l'état du dossier. Ils s'attendent à toi, à ça, à ci, à ça. OK. On se gouvernait en conséquence, tu sais. Mais on n'avait pas à se mêler des relations du PDG avec le Trésor et, je ne sais pas, par exemple, les finances ou d'autres
d'autres ministères. Ou son ministre responsable, qui est de transport. Ou le ministre responsable de la SAC, qui est de Moi, transport. j'avais une relation avec le ministre des Transports pour lui rendre compte de la gestion de la SAC, de l'avancement des projets, des problèmes qu'on rencontrait, des bons coups qu'on faisait, puis des moins bons coups, tu sais. Alors, régulièrement, moi, je le rencontrais pour lui faire part de l'état d'avancement des travaux. Mais lui, il volait à un même niveau que moi, dans le sens qu'on parlait plus d'orientation stratégique, on parlait pas de la gestion quotidienne. À quelle fréquence vous le rencontriez? 1 ou 2 fois par année. Vous avez eu combien de ministres de transport pendant votre... Vous êtes là du 8 mai 2013 au 18 janvier? J'ai eu M. Poitiers, puis j'ai eu M. Godreau. Donc, dans l'ordre des gouvernements, là, donc M. Exact. Godreau pense Dans l'ordre de la couleur. Alors, Puis c'est la même relation, c'est-à-dire c'est une ou deux fois par année. 1 ou 2 fois par année. Les ministres venaient faire un tour, des fois rencontrer l'équipe de gestion pour les féliciter, les remercier, puis tout le kit, là. Ou bien donc, quand il y avait des bons coups, un programme nouveau à lancer de sécurité routière ou un gros programme d'investissement autoroutier, ça se passait entre la présidente et le ministre. je sais que vous êtes parti, vous, bon, après 2016, puis après le contrat, etc., mais il y avait, comme vous témoignez depuis 2 heures cet après-midi, sur le fait que vous y étiez là, la définition des besoins, etc., de dire on s'en va dans le mur avec des vieux systèmes, etc. Ça, c'est assez majeur pour que le ministre soit au courant, puis que vous parliez du programme là, qui s'en est, ou des grandes orientations de la SAC. Bien, dans les grandes orientations, si vous lisez le plan stratégique, on parle vraiment de l'importance stratégique du développement du virage numérique qu'il faut faire. T'sais, une fois qu'on a dit ça, le ministre dit bon, faites-vous le virage? Oui, on fait le virage, voici. On prend un appel d'offres. Ça se limitait à peu près à ça. Puis, comme je vous dis, nous autres, quand on faisait une reddition de compte, on disait le projet se déroule selon le scénario qu'on anticipait, en règle générale, au moment où on se parle. C'est lourd, c'est pénible, c'est difficile, mais notre monde est motivé, puis on va réussir à passer à travers. Parce qu'on finit toujours par passer à travers. Mais c'est pas toujours clair de nœud, comme on dit. Quand vous êtes en phase, quand vous êtes en phase de démarrage de projet, c'est pas là que vous avez des gros problèmes tout de suite, là. C'est quand vous avez fait un bon bout de chemin, vous avez fait l'essentiel d'une bonne partie de la livraison, puis que vous la livrez la première fois, puis ça marche, bien là, on tombe dans la phase 2, puis dans la phase 2, ça recommence. Donc, ça peut venir des fois 1 an, ou 2, ou 3 ans plus tard. Puis pendant ce temps-là, comme je vous dis, des fois, la technologie ne suit pas. Il arrive des problèmes. Il faut upgrader la capacité des technologies. Là, il faut se poser la question, si on met, est-ce que ça va supporter le reste? Bon, là, des fois, on voit des allers-retours comme ceux-là. C'est pas des projets simples, parce que ça se passe longtemps, ça dure longtemps, et ça évolue beaucoup dans ce monde-là, pendant cette période-là. Donc, garder ces affaires-là à jour, fonctionnelles, en tenu des changements qu'on doit faire à cause des évolutions technologiques ou de l'architecture, des fois, ça nous amène des surprises, des fois. Est-ce qu'il y avait un intérêt pour que ce soit M. Poitiers, M. Gaudreau dans le projet? Ou... Oh oui, monsieur. Quand tu le voyais une fois par année, on faisait le tour de ces questions stratégiques-là. Mais si, on volait au niveau stratégique. Là, on n'arrivait pas à la livraison 1 prévue pour le mois de mai, elle est arrivée au mois de juin. On n'arrivait pas de même, on ne parlait pas de ce genre de choses-là. Là. On y allait globalement en disant les grands équilibres financiers, par exemple, le financement du programme d'indemnisation est correct. Il est à 110 de capitalisation. Ça va bien. Le nombre d'accidents de travail diminue, les accidents d'automobile diminuent, les frais diminuent, les frais d'administration sont diminués aussi. On a le tour, ça, des grands indicateurs que normalement un PDG va suivre avec son responsable, tu sais. Et ça arrêtait là. On disait merci beaucoup. Puis si vous avez des besoins de moi, faites-moi les savoir. C'est ça. On finissait de même. Avec votre expérience, est-ce que j'ai raison d'affirmer que, dans la mesure que tout va bien, un ministre, il ne s'inquiète pas? T'inquiète pas. Si tu n'allumes pas la lumière rouge, tu ne dis pas que hey, ça va mal, c'est rare qu'il va te dire viens me voir, je t'inquiète. Tu sais. C'est toi qui dois l'alimenter pour lui dire que ça va pas bien ou qu'on a des problèmes.
la même question, c'est-à-dire si jamais c'est dans le rouge, tu as, comme président, Là, normalement, de tu vas lui dire, déterminer- hey, regarde, là, je pense qu'on a un problème, puis peut-être ça va lui entendre parler. On va avoir faire face à d'importants dépassements. On va se préparer de l'argumentaire, on va vous expliquer pourquoi puis comment. Puis à ce moment-là, ben là, on bâtit le dossier ensemble avec son cabinet pour être capable de faire face à la musique quand ça va arriver. Mais moi, tout le temps que j'étais là, il n'y avait aucun de ce genre de problème. Le projet, on est encore Au démarrage. au démarrage, c'est ça. Démarrage. Quand vous êtes au démarrage, bon, vous vous rappelez plus des montants, là, mais bon, à moins que vous viviez comme une ermite, vous avez vu qu'il y a eu quand même eu, peu importe les raisons, puis c'est ce qu'on va essayer de déterminer là, comme commission d'enquête, mais vous avez vu que les coûts, quand même, je ne veux pas utiliser un mot trop péjoratif, mais ont augmenté Oui. de façon importante. Ça, je pense que personne ne peut nier ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipiez ou que... Non. En tout cas, moi, là, quand j'ai quitté, ce projet-là était sur les tracks. Il était bien parti. L'équipe de gestion était soudée. Ça avançait comme prévu. Il y avait des difficultés, mais rien. Quand vous gérez des gros projets de même, on vous dit que vous attendez à avoir des gros problèmes. Puis il n'y avait pas ce genre de gros problème-là à l'horizon. C'est loin de là. C'est juste de voir, de comprendre ce que vous venez de dire. Donc, quand on fait ce genre de projet-là, Quand vous faites des projets de développement majeurs de 3, 4, 500 millions, il ne faut pas penser que ça se passe comme sur un long fleuve tranquille. Là. Même avec tous les efforts de planification que vous avez faits, tous les efforts de mobilisation pour définir les besoins, il y a toujours des surprises. Toujours des surprises. Alors, il y en a des plus grosses, il y en a des moins grosses, puis il y en a des plus stratégiques. Il y en a des fois qui remettent en question la pertinence d'un besoin ou d'un... Bon. Et ça, c'est plus compliqué à adresser. Puis quand ça arrive, là, toute affaire 16 ans, tu adresses cet enjeu-là pour dire comment on va sortir de ça. Comment on va régler ce problème-là. Et 9 fois sur 10, on trouve des solutions communes avec les 3 acteurs, c'est-à-dire le client, la firme, puis les TI chez nous, pour être en mesure de dire ça répond de manière satisfaisante aux besoins qu'on a exprimés dans l'appel d'offres. Et souvent, comme je vous dis, les besoins évoluent dans le temps. Là. Les lois changent. Et il faut changer le besoin, parce que quand la loi a changé, si on a mis des conditions additionnelles, ben, il faut le prévoir, il faut l'intégrer. Alors, c'est ça le problème quand on fait des gros développements sur des longues périodes, c'est de garder ce projet-là en ligne avec le besoin initial, mais capable d'évoluer aussi. Parce que si vous formez l'évolution, vous n'avez plus les systèmes qu'il faut pour livrer. Là. Alors, c'est toujours cet équilibre-là difficile, fragile, avec lequel il faut composer au meilleur des choix possibles. T'sais. Puis moi, je vais vous dire, là, comment je pourrais bien dire, des dépassements de coûts ou des dépassements d'échéanciers, je dis pas que c'est normal. On essaie de les limiter, on essaie de les réduire, mais il ne faut pas se surprendre quand ça arrive. Puis moi, je disais toujours, quand j'étais gestionnaire, par exemple, à Riche des Rentes, quand on se butait à des problèmes comme ceux-là, je disais toujours aux firmes ou au cadastre, écoutez, là, vous allez livrer. On va livrer, et après ça, on démêlera ça. Qu'est-ce qu'il y a du dépassement, comment je vous en dois ou comment est-ce que je vous en dois pas. Mais je ne paierai pas tant que ça ne marchera pas. Parce que si au bout de la ligne, ça ne marche pas, on est dans la marde. Fait que les firmes régionales comprennent assez bien ça. Ils s'organisent pour livrer. Puis une fois que c'est fait, on démêle qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tout le monde est de bonne foi là-dedans. Il n'y a pas un gestionnaire qui un matin se lève, mais on va mettre le projet à risque en augmentant mes besoins tout d'un coup, subitement. Ça se pourrait pas parce que les gens de l'interne disaient bon, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant, ça? Pourquoi moi, ça arrive là, explique-nous pourquoi tu ne connaissais pas ton besoin au moment où on en a parlé dans l'appel d'offres. Alors là, il faut qu'il s'explique. Puis s'il n'est pas capable de s'expliquer, en général, il y a un problème à ce moment-là, le gestionnaire. Mais il faut que vous fassiez aussi avec le monde en place. Souvent, les gens vont quitter sur un projet de long terme. Alors, celui qui était là au départ, il est remplacé par quelqu'un de nouveau. Le nouveau, lui, comment il réagit par rapport à ça, là? C'est pas évident, je peux vous le dire. Alors, il peut très bien
peut très bien dire, ah, moi, je n'ai pas compris ça. Moi, je ne vois pas ça de cette manière-là. Fait que là, on en discute, puis on en débat. Puis à l'interne, ça, c'est la job là, du comité interne et de la PDG d'amoindrir ces dissensions-là. Je vous le dis que c'est une opération très, 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 très difficile pour une organisation, une équipe de gestion. Très, très, très difficile. Parce que c'est tous les jours, constamment, que vous avez des débats. Tous les jours. Puis vous avez toujours en tête la nécessité de ne pas perdre de vue l'échéance, le coût, puis la satisfaction du besoin. Puis vous vous butez à des problèmes dont vous aviez même pas idée au départ que ça pouvait arriver. Puis là, ben, quand ça arrive, il faut que tu fasses confiance à tes experts qui te disent hey, si on veut rester opérationnel, il faut faire tel mot, il faut upgrader telle affaire. Ah ben, comment ça coûte upgrader? C'est là que les gros chiffres commencent. Là, tu sais. Mais, comme je vous dis, il n'y a personne qui est... Bon, en tout cas, c'est pour ça que quand j'écoute ce qui se dit autour ce qu'il appelle du fiasco, là, ça clique, là, je suis déçu. Déçu parce que ça ne rend pas justice à tout l'effort que le monde à l'interne, et même les firmes, je dirais, font pour rendre un projet opérationnel. C'est d'une complexité sans nom, qui présuppose un dévouement, puis je veux dire, être dédié à ça, tout le long que ça se fait. C'est dur de tenir le rythme là, pendant 4-5 ans. Très difficile. Bien facile de se décourager et de dire ah non, j'en peux plus, je débarque. Parce qu'en même temps qu'ils font ça, il ne faut pas oublier qu'ils gèrent les opérations régulières. Là. Ça, c'est comme au-dessus de leur job. Là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de monde-là. Puis, des fois, je me dis, ben écoute, quand ça dépasse, là, donner un exemple. C'est quoi le budget d'administration de la SAC? Le budget d'opération? Quelques milliards, peu importe. Non, mais je parle du frais d'opération, frais de gestion. Tu sais, comment ça coûterait 50, 100, 200 millions de plus? Oui, mais c'est parce que là, on est... Et puis, on va faire enquête. Là, je vous dis Ben oui, j'espère que vous allez faire une lumière là-dessus. À 1,2 milliard, là, on est ailleurs. Là. Mais mettons, juste pour dire, là, ça, c'est un coût de développement. C'est pas récurrent, c'est là. Tandis que vos économies que vous faites avec vos systèmes, vous les allez avoir tout le temps. L'efficacité que vous allez avoir. À condition que ça fonctionne. Quand ça fonctionne, mais ça fonctionne. J'ai jamais vu un système pas livré qui ne marche pas, moi. Le monde, ils veulent que ça marche. Puis quand vous regardez ça, 200, 300 millions sur le coup, ça choque. C'est des mauvais gestionnaires. Moi, mettons en équilibre qu'un dépassement de 300 millions avec un système qui va durer 10, 15, 20 ans. Vous l'amortissez là-dessus, c'est quoi? 10 millions, 5 millions? Sur des budgets d'administration de 1,5 milliard? Pas ça qui va empêcher la Terre de tourner. Alors moi, comme je vous dis, j'espère que vous allez faire de la lumière, que vous allez trouver la cause, mais qu'on va ramener ce coup-là dans un contexte plus global pour dire c'est malheureux, il y a eu une erreur, ou il n'y en a pas eu d'erreur, ou il y a eu, bon, laxiste ou pas. C'est le job difficile que vous avez à faire. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si c'était évitable. Si c'était évitable, il faut l'éviter. Pas de raison qu'on ne l'évite pas. Mais si c'était inévitable, il faut vivre avec. Il faut vivre avec en disant, est-ce qu'aujourd'hui, vous vivriez sans ça? Non. La SAC ne pourrait pas livrer sa mission sans ces systèmes-là. Alors, tu poses la question, tu te dis, bah, mais c'est comme t'as un bras d'un tordeur, je dis, regarde, là, oh, je suis tanné, j'arrête. Ça, me coupe le bras. Ça n'empêche pas que tu ne continues plus à marcher, là. Alors moi, c'est ça qui me met un peu des fois hors de moi, parce que quand je vois des organisations de la taille de la SAC, je prendrais de la Régie des rentes pareil, puis les gros, là, qui ont fait des gros développements, là, Hydro-Québec, ils ont tous eu des difficultés, mais aujourd'hui, posez-leur la question. Reveneriez-vous au statu quo ante? La réponse est non. Jamais, on ne pourrait pas. C'est inévitable. Alors, c'est comme un mal nécessaire. Il faut passer par là. Et on essaie de passer avec une équipe le mieux préparée possible pour le faire, avec le plus d'intelligence possible. Point. Puis quand on n'y arrive pas, ben là, il faut faire une commission comme vous pour dire hey, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça. J'ai hâte de vous lire. Donc, là, je comprends pas. Je ne répéterai pas ce que vous avez dit. Là. Je comprends que le dépassement de coût, dans votre vision, ben, si ça s'amortit comme le coût prévu. Mais est-ce qu'on peut convenir que quand mieux on prépare de façon, et je reprends vos mots, de façon plus intelligente, on anticipe le plus, qu'il y a des chances qu'on puisse mieux contrôler les dépassements? Définitivement. Puis tout le sérieux repose là-dedans, dans la préparation des travaux, pour dire comment, c'est quoi notre besoin, puis de le formuler de manière telle qu'il peut être compréhensible pour un fournisseur de services. Mais comme je vous dis, il y a encore de la complexité dans la définition du besoin, parce que vous avez un besoin dans une logique de système qui date des années 70. Puis là, on vous demande de migrer vers un système qui, en même temps qu'il fait la job, il optimise les processus pour y arriver. C'est tough, ça. On va vous dire, c'est très tough. On va dire, tu ne feras plus ça de la même manière que tu faisais avant. Parce que on ne veut pas faire ce genre de développement-là qui fait que dès que tu changes un iota dans un besoin ou dans une loi ou un détail, il faut que tu reprogrammes à peu près le 3/4 du programme qui supporte le système. Alors, c'est pas simple, laissez-moi vous le dire. Personne ne prétend que c'est simple. Ça, je pense pas ça, mais c'est... Non, mais il faut comprendre. Moi, je pense qu'il faut mettre en contexte. Tu sais, est-ce qu'on est capable de s'imaginer qu'on n'est plus capable d'émettre des permis de conduire, qu'on n'est plus capable d'indemniser les accidents de la route? C'est là qu'on était, ou à peu près, là, quand on a constaté que les systèmes étaient rendus en bout de vie utile, là. Mais est-ce que la fin justifie les moyens pour vous? C'est-à-dire que si je dois absolument avoir un nouveau système informatique, le coût que ça peut coûter, c'est sans évidemment faire des 10 fois dire plus. Mais... que la fin justifie les moyens. Tout ce que je dis, c'est si vous êtes face à un défi comme celui-là, préparez-les correctement. Documentez-les, faites vos devoirs, arbitrez, définissez vos besoins, sélectionnez vos fournisseurs pour répondre à votre besoin le mieux que vous pouvez. Puis à partir de là, commencez à travailler ensemble. Puis à partir du moment où vous travaillez ensemble, on va vivre avec les problèmes que vous allez rencontrer en cours de route. Moi, c'est ma vision des choses. Parce que, comme je vous le dis, c'est beau de se rabattre sur le contrat, de dire ah, c'est dit ça, c'est dit ça. Mais si ça ne fait pas le job, là, ce qui est dit dans le contrat, là, ça ne nous aide pas plus. Là. Ça ne rend pas plus le système efficace et performant. Il faut trouver des solutions. Pardon. Encore une fois, je vais être votre mémoire. Je sais que ça fait longtemps, puis on le dit depuis tantôt, puis personne ne va pouvoir nier que c'est un contrat complexe, mais vous êtes là quand on va préparer l'appel d'offres. Est-ce que vous vous rappelez la structure de l'appel d'offres, les phases, les livrables? Ou... Non. Non, parce que je vous dis, c'est des documents d'à peu près 700 pages là, qui étaient déposés. C'est du très technique, c'est du langage super technique. Ce que la machine nous dit, là-dedans, il y a notre besoin. Tel que tous les gestionnaires en place ont signé comme de quoi c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a de besoin. Puis il ne dit pas c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a de besoin. Parce que il y en a qui rêvent en couleur, qui veulent avoir une machine qui pense à tout, qui règle tout. Là, on dit, regarde, là, c'est pas ça le besoin. Là. Le besoin, c'est émettre le permis. C'est faire ci, c'est faire ça. C'est pas de savoir comment est-ce que tout seul, il va pouvoir opérer. Tu n'auras plus besoin de rien à faire, aucune décision à prendre. Là. Donc, comme on dit communément, il y a des must et des wish. Il y a des must, puis c'est ça. Alors, on dit, je suis sûr et je peux vous certifier que la phase analyse des besoins, la phase où on l'a intégré dans l'appel d'offres, avec la vision qu'on s'était donnée, a été respectée de façon, je veux dire, exemplaire, à mon point de vue. Moi, quand j'étais à Régie-des-Rentes, j'étais ailleurs, on avait un niveau de préparation correct, là, mais jamais aussi détaillé, puis raffiné, puis sophistiqué que la SAC avait pris dans ça. Parce que, comme je vous dis, ça faisait 3-4 ans qu'ils étudiaient ça, avec l'équipe technique au grand complet, là, en se disant, voici, on va réfléchir ensemble à notre besoin. Là. Ils n'ont pas attendu qu'on se dise, c'est le temps, on va en appel d'offres, on va satisfaire nos besoins. Ils réfléchissaient comment satisfaire le besoin le mieux et le plus vite possible et au moindre coût. Dans la mesure de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu des dépassements de coûts, je le qualifie d'importants, je ne veux pas mettre plus d'adjectifs que ça. Est-ce que vous êtes quand même capable de dire que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la préparation, c'était... Oui, je le dirais, je l'affirme encore aujourd'hui. Moi, je ne vois pas comment on aurait pu faire mieux à l'époque
comme préparation. Avec les gens en place, avec l'équipe en place, puis avec la connaissance qu'on avait de ça, c'était le mieux qu'on pouvait faire. Mais qu'est-ce qui remontait au CA? Là? Pardon? Quand vous me dites là, qu'on n'aurait pas pu faire mieux, etc., bon, on s'entend, là, puis la commission d'enquête regardera pourquoi il y a eu des dépassements importants, notamment surélevés par le VG. Mais qu'est-ce qui remontait au CA, à savoir qu'il y avait une bonne évaluation des besoins, à votre connaissance quand vous étiez là? Parce que vous étiez dans à partir du moment où ça fait 3 ans que vous analysez votre besoin, vous dites comment on va satisfaire ce besoin-là avec l'équipe de gestion au grand complet, puis avec l'équipe de TI, ensemble, avec les gestionnaires. C'est comme si vous faire des démonstrations. Est-ce que, par exemple, le VP Technologie de l'information, M. Malenfant, dont vous avez parlé, venait faire des présentations au CA? Bien sûr. Puis, comme je vous dis, ces gens-là ils ont travaillé pendant 2 ou 3 ans ensemble à définir ça, ce qui était le prérequis à l'appel d'offres. Moi, quand je suis arrivé en 2013, je ne sais pas trop, là, c'était 2 ans qu'ils travaillaient là-dessus. On ne s'est pas dit à recommencer, là, on s'est dit, on part de où? Là? On part de ça. Voici l'identification de besoins. J'ai connu personnellement, moi, toutes les équipes de gestion qui étaient en charge des unités opérationnelles. C'était tout du monde aguerri à leurs responsabilités, qui gérait depuis de nombreuses années ce genre de besoins-là. Alors, j'ai jamais pensé qu'il avait exagéré le besoin. Au contraire. Et je pense que... Il avait peut-être sous-estimé. Bien, c'est difficile à sous-estimer quand vous êtes gestionnaire. C'est vous qui faites la job depuis 10 ans. Vous dites, qu'est-ce que tu as besoin pour faire ta job? Subitement, tu vous diriez, non, ça, j'ai pas besoin de ça. Ça, j'ai pas besoin de ça. Je veux dire à croire que ça peut se faire, ça. Un gestionnaire a tendance plutôt à mettre du chrome, à mettre une solution qui est plus générative. Alors là, la gang, c'est de le ramener en disant, hey, as-tu vraiment besoin de ça? As-tu vraiment besoin de ça? Et là, c'est là que les discussions se raffinent. Puis finalement, on arrive à un consensus en disant, ça prend ça. C'est le minimum que ça prend, c'est ça. Alors moi, je pense que s'il y a eu des lacunes, c'est sûrement pas dans la définition du besoin. C'est sûrement pas, j'allais dire, dans les choix technologiques qui ont été faits, parce que l'idée générale, c'est-à-dire, on veut une architecture technologique ouverte qui permet le déploiement et qui permet la mise à jour centrale, en tout cas, un paquet d'affaires de même. Et à partir de là, ben voici, on veut avoir une firme qui va travailler en collaboration avec nous autres, parce qu'on charge des experts. Puis ces experts-là, ils sont partout dans le monde. Il faut que vous soyez capable d'aller les chercher quand vous allez en avoir besoin. Parce que même qu'on ait des problèmes, soit technologiques ou avec l'adaptation du SAP, bien là, il faut que quelqu'un vienne nous déboguer, comme on dit. Alors, tant qu'à nous, c'était des conditions un peu gagnantes pour être capable de livrer un système ou des systèmes qui soient de nature à être pérennes, à un coût raisonnable ou un coût abordable. Point à la ligne, tu sais. Après, pourquoi ça a dérapé, ça, je ne le sais pas. Je regarde mes notes, là, puis je veux juste être sûr, parce que je veux vraiment... À votre arrivée, c'était pas encore défini, à savoir si c'était un PGI ou si c'était un système maison, ou ça avait été décidé avant? Ça avait été, je pense qu'on était au tout début, ou en tout cas, ça venait d'arriver, notre choix technologique, c'est-à-dire, oui, il faut évoluer vers un logiciel de gestion intégrée. Pour la raison que je vous ai expliqué au début, en disant, en même temps, on fait l'optimisation des processus. Donc, on va faire des gains de productivité, ce qu'on n'a jamais beaucoup eu le temps de faire à la régie. Deuxièmement, c'est pas la mode, mais disons, c'est le genre de produit que tout le monde utilise aujourd'hui, quand ils ont à moderniser. Donc, c'est le genre de produit qui va être capable d'évoluer dans le temps, contrairement au système qu'on a connu, qui faisait qu'après 5-10 ans, il n'évoluait plus parce que les logiciels qu'il supportait n'étaient plus entretenus, n'étaient plus disponibles, ou on ne pouvait plus les mettre à jour. Bon. C'était la logique qui nous a animés tout le long vers cette logique de PGI-là. Mais cette décision-là d'aller vers un PGI versus un système maison, si vous me permettez l'expression encore une fois, là, est-ce qu'elle est prise sous votre gouverne? Je pense. De mémoire, je dirais que oui. J'ai comme l'impression qu'effectivement, moi, on en a, en tout cas, je me souviens d'en avoir amplement discuté avec l'appel d'offres et compagnie pour dire, on met ça dans l'appel d'offres, c'est ça qu'on veut. C'est ce genre de produit-là qu'on veut.
Mais c'est suite à une recommandation, parce que je comprends que le conseil d'administration n'est pas dans l'opérationnel, ou ça, c'est pas une décision opérationnelle pour vous de dire on va avec un PGI versus... Non, c'était la recommandation de la machine. L'équipe de gestion recommandait ce genre de logiciel-là, comme ça, ce genre de solution technologique à son développement de système. Nous, quand on a regardé ça, on s'est mis d'accord là-dessus. On était d'accord. Alors, on l'a inclus dans l'appel d'offres. Et dans l'appel d'offres, on a mis besoin, puis on a mis le type de solution qu'on envisageait. Mais encore là, je vous ai dit, à la limite, si le fournisseur nous avait expliqué qu'il y avait une autre solution aussi efficace, moins coûteuse, puis plus sûre, on l'aurait peut-être pris, probablement, parce que la logique qu'on avait, c'est de dire, on ne veut pas se figer dans un choix. Si vous avez de meilleures options à nous offrir, on va la regarder. Puis cette conversation-là est avec qui? C'est quoi? Et vous êtes, si le fournisseur nous avait dit que... À ce moment-là, elle se passe avec les gens de TI, puis elle se passe avec les gens opérationnels, en disant, si tu veux ça, on pourrait peut-être mieux faire ça de cette façon-là. Mais c'est pas arrivé. Là. Il n'y a pas une firme qui est arrivée et il a dit, regarde, la réponse à votre affaire, c'est ça. On pense que c'est ça, le PGI. Il n'y a pas, comment dit, le fournisseur, il ne remet pas en question le choix qu'on avait fait. Parce qu'il semblait découler logiquement du besoin énoncé et de la façon qu'on voulait que ça évolue. Parce que c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais vous disiez, si le fournisseur nous avait dit qu'à place d'un PGI, il y a une autre solution que j'appellerais magique ou miracle, oui. On serait peut-être allé là, mais c'est cette conversation-là que j'ai de la misère à placer. Si ça avait arrivé, là, mettons une hypothèse, là, si jamais un fournisseur était capable de nous expliquer en long et en large pour une autre solution que celle qui était formulée dans l'appel d'offres, probablement qu'on l'aurait évalué. On disait, OK, on va suspendre l'opération, on va l'analyser en détail pour être bien certain qu'on ne joue pas au yo-yo avec ces affaires-là, là, mais s'il y avait eu des critères sérieux, on l'aurait fait, mais c'est pas arrivé. Et ces discussions-là avec les fournisseurs ou qui auraient pu vous dire il y a une autre solution, ça se passe quand vous êtes présent? Ça aurait passé par les gens qui analysaient les appels d'offres. Si un fournisseur nous avait dit vous avez tel besoin et vous recommandez un PGI pour le satisfaire, nous, on pense qu'on pourrait faire mieux et moins cher avec d'autres choses. Est-ce qu'on peut vous formuler notre proposition? On aurait dit, envoyez-nous-les, on va l'analyser. Peut-être pas certain. Parce que personne n'aurait dit, hey, pour qui il se prend pour nous dire comment faire pour gérer notre système? On dit, s'il y a une idée, s'il y a une solution, on va la regarder. Mais comment il passe cette conversation-là, si, par exemple, dans l'appel d'offres? Quand tu fais l'appel d'offres, là, un des fournisseurs t'appelle. Puis il dit, regarde, moi, j'avais l'intention de bider sur votre affaire, mais je trouve que vous n'avez pas la bonne solution. C'est pas un PGI que ça vous prend. C'est d'autres choses. Est-ce que je peux vous faire une proposition? À la logique, moi, j'aurais dit, si c'était arrivé, j'aurais dit oui, vous pouvez nous faire une proposition. Si elle est sérieuse, on va l'analyser. Selon vous, est-ce que la définition de besoin a été faite de manière optimale? Quand vous exprimez un besoin, vous ne cherchez pas à dire... Le besoin, là, c'est ce que ça prend pour appliquer la loi et rendre le service à la clientèle. C'est pas négociable. Là. Tu dis, regarde ça, là, si je n'ai pas ça, je ne suis pas capable de livrer le service que les citoyens s'attendent ou que la loi m'ordonne de faire. Alors, il est optimal? En théorie, oui. Mais en pratique, le chemin pour arriver à la satisfaction peut être pas optimal. Parce que là, les processus suivis sont peut-être pas optimales. C'est là que je vous dis qu'un logiciel PGI, quand en même temps qu'on fait du développement, peut faire de l'optimisation. Lui, il pourrait dire, tu peux faire ce besoin-là, puis je peux l'intégrer dans le PGI, mais voici comment tu devrais changer ta façon de voir les opérations. Puis là, le gestionnaire, il doit écouter ça. Puis il dit, ma job, moi, c'est de livrer le service. Alors, si tu me dis que ça livre le service, je suis d'accord. Si tu me dis, je suis pas sûr que ça livre le service, là, je suis pas d'accord. Juste à titre. Quand vous dites que la recommandation était d'aller vers un PGI, est-ce que c'est M. Malenfant ou c'est son prédécesseur qui fait cette recommandation-là? Est-ce que vous vous en souvenez? De mémoire, je dirais que c'est arrivé un peu avant même, M. Malenfant, mais je ne peux pas vous le certifier, là, parce que on a tellement discuté avant,
entre l'option développement traditionnel ou PGI, que je ne sais plus à quelle phase on était rendu quand M. Malenfant est arrivé, mais je présume qu'on était rendu avec un PGI parce que on voulait avoir quelqu'un qui avait de l'expérience dedans. C'est ce que j'allais Quand on vous l'a suggérer. recruté. Donc, je présume qu'on avait fait le choix avant que M. Malenfant soit recruté. Ouais, c'est ce que j'allais vous suggérer, compte tenu que je comprends un des critères de sélection, c'est quelqu'un qui connaissait ça, entre autres. Qui avait vécu ça. Connaître, là, c'est un grand mot, là, parce que ça change tellement, ces affaires-là. Mais disons qu'il a vécu ce que c'est, un développement de cette nature-là. Monsieur Malenfant, est-ce que vous l'avez rencontré avant qu'il soit embauché officiellement? Non. Non? On l'a vu quand il a été recruté puis qu'il a été nommé par le conseil d'administration. Il est venu se présenter au Mme On l'a Tremblay. présenté, Mme Tremblay l'a présenté au conseil en disant voici le regagnant du processus de sélection. Puis là, on a eu des échanges polis et courtois avec lui. Avant ou après la décision d'embaucher? Après. Après. Parce que c'est la décision de la PDG, je vous le dis. Ah, mais Elle, avant de dire je t'embauche, là, elle m'appelle et elle me dit j'ai fini mon critère de sélection, j'ai fini mon comité, on a trouvé quelqu'un, puis on est très satisfait de ça. Puis elle me décrit un peu le profil du bonhomme. Puis il répond à toutes les exigences qu'on pensait avoir, puis qu'on avait déjà échangées. À partir de ce moment-là, ben, c'est à toi, il formule une recommandation comme de quoi tu veux le nommer VP. Fait qu'elle formule une recommandation, elle veut le nommer VP, puis on le nomme, on fixe son salaire, puis c'est rendu un employé de la SAC. C'est une fois qu'il rentre en fonction que là, il vient faire une rencontre au CA. Il vient vous rencontrer au CA. Exact. Au même moment qu'on le nommait, là, quand on l'a nommé. Le jour même? Oui. OK. Puis est-ce qu'il lui fait une présentation ou il répond à des Non, il n'y a questions? pas de présentation, il se présente lui. Physiquement. Qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Juste pour que le monde soit à l'aise avec, je vais dire, le choix de la présidente. Puis tout le monde était unanime à dire il y a le profil parfait qu'on cherche. Merci. Puis là, il sort, puis la résolution est passée. Exact. Puis après coup, est-ce que vous avez des échanges avec lui après sa Oui, il nomination? vient régulièrement présenter des dossiers au conseil. Et au-delà des présentations au conseil, parce que en tout cas, je présume qu'il va venir à chaque moment X venir faire un suivi de comment évolue le dossier, mais au-delà du contexte, si on veut, plus formel des réunions du CA, est-ce que vous avez des échanges avec lui? Oh, mais moi, pas à ma connaissance, mais c'est pas dans mes pratiques. Quand je dirais, regarde, il y a des gens qui ont des réunions, des échanges constants avec lui via le comité des TI. À partir de là, moi, je respecte ça. Je dis, vous faites votre job. Moi, là, quand il vient au conseil présenter des choses, il vient avec le comité des TI, il formule des recommandations, le comité, et on discute avec les collègues si on est d'accord ou pas. S'il y a des questionnements, on les pose. S'il n'y en a pas, on approuve. Et puis, puisque vous avez dit que c'était connu qu'il avait été impliqué à Hydro-Québec, est-ce qu'il y a eu des conversations, des questions? Oui, quand il a été nommé, il nous a parlé de son expérience à Hydro-Québec. Est-ce que tu peux nous résumer un peu le sujet? Moi, 11 ans plus tard, Comme je dis, tout ce que je vous ai un peu. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est que c'est un développement majeur, complexe, pour lequel il y a eu certaines difficultés. Il l'a mentionné. Mais je ne me rappelle pas si c'était dû au coût ou à l'échéancier, là. Mais de façon générale, moi, ça me semblait, somme toute, gérable. Et vous, dans les rencontres, c'est une bonne idée de la réponse, mais juste, on recherche à comprendre un peu ce qui s'est passé, mais dans vos rencontres avec, que ce soit le cabinet, le ministre, ou exceptionnellement peut-être le sous-ministre, est-ce que M. Malenfant vous accompagne des fois? Non. Est-ce que la PDG, Mme Tremblay, Non. vous êtes toujours seul? Ça se passe entre le ministre et le président du conseil. En tête à tête. Exact. Est-ce que lui, encore une fois, pour comprendre, est-ce que lui a son Son sous-ministre, des fois, il est là, mais pas nécessairement. Des fois, M. Boudreau, je l'ai vu, je pense, seul la plupart du temps. Même chose que M. Poitiers. Ils sont chefs de cabinet. Même pas, des fois, lui. Juste, Ça dépend de combien de degré de confiance il peut avoir, puis quel genre de problème que vous anticipez. Si vous n'avez pas de problème, ça va relativement bien, il ne commencera pas à réunir tout le monde pour dire on va regarder ça comme faux, là, puis se mettre sur un pied d'alerte.
Moi, je leur disais, écoutez, il n'y a rien de majeur à signaler. Voici les faits saillants. Puis je sortais là, les grandes lignes du rapport annuel, puis des aspects financiers, puis l'évolution des grands projets. Une fois que c'était fini, bien, merci, continuez. Bravo. Est-ce que vous vous rappelez qu'un décret a été adopté en 2014, en mars 2014? Là, je vois que vous niez de la tête, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire, qui permettait une exemption de la SAC à certaines redditions de comptes au Conseil du Trésor. C'est ça que j'ai parlé avec vos enquêteurs quand ils m'ont appelé pour parler de ça. J'ai dit, moi, je n'ai pas souvenir d'une réunion, mais ce n'est pas une réunion vraiment du Conseil, c'était une conférence téléphonique. Ça a duré 10 ou 15 minutes. Ben, j'ai dit, ça se peut, mais c'était rare. Moi, je n'étais pas très chaud aux conférences téléphoniques. Mais ça se peut souvent que quand on, par exemple, je vous donne un exemple, un rapport annuel. Il est présenté au conseil d'administration. Le conseil d'administration en prend note, puis des fois, va formuler des commentaires ou des corrections demandées. Et là, la machine retourne, on fait des corrections, puis là, il faut déposer le document à l'Assemblée nationale. Alors, des fois, il faut déposer avant la prochaine séance du conseil d'administration. Là, on fait une réunion téléphonique pour dire, c'est pour approuver le plan, le contenu du rapport annuel qu'on a discuté au dernier conseil. Là, tout le monde dit, oui, la correction a été faite, oui, bon, parfait, approuvé. Parce que ça répond à une exigence de temps qui ne fit pas dans le cadre général. Alors, la seule logique que je peux voir là-dedans, moi, dans cet exemple-là du 14 février là, 2014, c'est que probablement qu'il y avait eu des discussions avec le Trésor aussi sur les modalités de reddition de comptes, que la SAC s'engageait dans la gestion de ce projet-là. Et que c'était pour affirmer cette entente-là ou cette discussion convenue avec le Conseil du Trésor sous forme de demande d'amendement ou d'ajustement au mode de reddition de comptes. Parce que si ça s'est fait en conférence téléphonique, c'était du business as usual, c'est du red tape. Parce que si c'était un enjeu majeur, il y aurait eu une discussion au comité puis au conseil d'administration. Alors que là, probablement, c'était le fruit d'un échange entre la direction et le Trésor sur certaines modalités. Mais j'en connais pas plus. Je suis dans l'intuitif quand je vous parle de ça. Là, je vois qu'il est 4h30, j'ai encore quelques questions, là, j'ai encore pour quelques minutes, donc peut-être je vous suggère qu'on suspende, puis demain on pourra revenir avec le... Oui, tout à fait, parce que les partis Il y aura sûrement des questions aussi de mettre la prise. Évidemment, là, donc, si on ne veut pas aller trop tard ce soir, donc, gardez vos questions pour demain, puis après ça, ben, les partis pourront contre-interroger M. Morneau. À moins que vous me dites quelque chose demain, là. Ben, j'avais de quoi, là, mais vous pensez encore avoir besoin de moi demain? Tout à fait. Mais minimalement, comment ça fonctionne, c'est-à-dire que tous les partis, on doit vous interroger. Là, vous êtes juste interrogé par le procureur de la commission, mais bien évidemment, surtout qu'on est dans la phase témoin de fait, donc bien évidemment, je vais laisser les partis poser les questions qu'ils ont à poser. Moi, j'en ai environ pour une demi-heure. Pour une demi-heure. Ouais. Prendrez le temps qu'il faut demain. Avec votre permission, je ne sais pas si Maître Tremblay allait déposer le procès-verbal, parce que la copie qui nous a été transmise à 1h. Tu es bien de déposer ça tout de suite ou non? Le procès-verbal de la rencontre du CA du 14 février 2014. Je voulais être sûr que si vous déposez le procès-verbal, on a une copie signée du procès-verbal, parce que la copie que vous nous avez transmise n'est pas signée. On pourra peut-être le transmettre demain, puis peut-être tu pourrais prendre l'engagement de nous emmener... Oui, j'ai peut-être un peu de misère, moi, à déposer sur un site des copies signées, là, avec l'intelligence artificielle, on peut faire plein de choses avec des signatures. Là. Moi, je vous dis déjà, j'ai un problème. Là. Peut-être prendre l'engagement de donner une copie signée, mais avec les signatures cavernées. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que vous l'avez déjà là, depuis le 17 avril, mais c'est pas un enjeu. Là, on a reçu plusieurs milliers de documents, donc on va essayer de le retrouver, mais si vous pouviez nous aider, ça faciliterait beaucoup la tâche, parce que on est un petit peu inondé de documents, puis il n'y a pas juste vous, là, il y a le gouvernement aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le témoin, on va faire une mini-conférence de gestion. Bonne idée. Bon? Merci. Alors, vous avez une copie, j'aimerais ça peut-être la voir. si vous voulez patienter, on va rafraîchir la mémoire. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. On va c'est correct pour ce soir? Là, oui. On va faire une mini-conférence de gestion. Là. Vous aurez votre courriel, je pourrais vous l'envoyer par courriel. C'est possible? Oui. Oui. Vous l'avez, je pense. Je peux vous le donner. As-tu le courriel?
Fait que si vous voulez, je sois là demain à quelle heure? 9h30. 9h30. 9h30? Oui.